Ok. Ça fait flipper. Est-ce que vous voulez voir le chat ou Moi, j'ai peur que ça me déconcentre en fait, plus qu'autre chose. Alors il y a Charlotte B qui fait désolé mais ça fait couleur vomi. Oh là là. Eh ben, le vomi, ça fait partie des creepypasta. Eh. Ce qu'il nous faudrait, c'est un filtre. Tu sais, c'est un filtre avec des espèces de petites particules qui volent en l'air, du genre le upside down. Ah, mais tu me dis ça maintenant. Eh ben, la prochaine fois, on fait les nouilles rampantes. Allez, à la 11e. Dans la 11e, on fait dans le upside down. Tu nous mets un filtre noir et blanc et des particules qui flottent. Pas beau le film. Attendez, je vais vous atténuer le film parce que visiblement ça a l'air de. Moi, je l'aime bien le film. Moi, je l'aime bien. Hein. Mais enlève le chat que je vois à quoi il ressemble. Oui, oui, bah voilà, tu dis ça parce que t'es gentil en fait. Mais je sais plus où est la souris là, je l'ai perdue. Je vois rien de ce que je fais. Elle est à gauche là. Ouais, contrairement à la France. Oh. Moi, je trouve très bien ce film. Oh, c'est très bien. Allez, Boulay valide. Ok. Moi, je trouve qu'on est bien malsain comme il faut là. Exactement. Est-ce que tout le monde est prêt? Qui va s'exprimer sur cette première? Alors, comme je disais, on va beaucoup parler d'histoires de fantômes. La première histoire de fantômes Tu es gentil de me mettre ça près de toi, s'il te plaît. que nous allons raconter, on va la faire de manière assez extensive à travers l'histoire, et c'est l'histoire d'une taverne qui se situe, si mes souvenirs sont bons, en Pennsylvanie. Qui intervient sur cette histoire? Gaël va commencer par nous raconter la partie historique. D'accord. Les histoires de fantômes les plus terrifiantes sont celles qui sont réelles. Et bien que tous les faits de celles-ci soient avérés, beaucoup le sont. L'histoire commence en février 1756, au beau milieu de la guerre de la conquête. Un matin, au lever du soleil, un groupe d'Amérindiens Lenape sortit de la forêt qui recouvrait les Blue Mountains, en territoire d'Albanie, dans le comté de Berks, en Pennsylvanie. Alliés des Français, ils avaient pour intention d'aller massacrer les familles des colons installés à la frontière. Un récit de l'attaque fut documenté par Jean Valentine Prost dans une lettre à Jacob Levan. Je ne peux omettre de raconter les épouvantables événements advenus dans notre ville d'Albanie. Les Indiens sont arrivés hier matin, aux alentours de 8 heures, à la maison de Frederick Reichelderfer. Alors qu'il nourrissait les chevaux, 2 Indiens sont arrivés en courant et l'ont poursuivi jusqu'à son champ avant de le renoncer. Il s'est alors précipité vers la maison de Gerhardt, où il espérait trouver des armes pour se défendre. Arrivé sur place, il entendit des cris à l'intérieur, désespérés. « Seigneur Jésus! Seigneur Jésus !» qui le fit renoncer à repartir vers sa maison. Bien avant d'y arriver, il la vit en flammes, comme son étable, et entendit des hurlements paniqués de son bétail. Il prit à nouveau la fuite. 2 de ses enfants furent abattus. L'un d'entre eux fut retrouvé mort dans le champ. L'autre était encore en vie et fut ramené chez un voisin, mais mourut 3 heures plus tard. Sa moisson et son bétail étaient carbonisés. Chez les Gerhardt, les Indiens avaient massacré un homme, 2 femmes et 6 enfants. Des enfants s'étaient glissés sous le lit. L'un mourut brûlé. L'autre, Jacob, parvint à s'échapper et courut 2 kilomètres pour trouver du secours. Nous avons besoin d'aide, ou nous devrons abandonner nos maisons. Ces 2 meurtres brutaux allaient hanter la région pendant des décennies. Le malheureux Jacob Gerhardt resta dans les environs et fut recueilli par une autre famille. Plus tard, il s'installa finalement dans les montagnes. En 1793, il fit bâtir une maison en grès. Les Blue Mountains ont toujours été vues comme un lieu magique et mystérieux. Elles étaient vues comme sacrées par les Lenape qui vivaient là auparavant. Jacob avait choisi l'endroit parce qu'ils étaient sur la route des migrations et beaucoup de rapaces offraient un ciel spectaculaire. Plein d'aigles planaient au-dessus des arbres. Il surplombait aussi le lieu où sa famille avait été massacrée quelques années plus tôt. Que ce soit les esprits des Lenape ou le traumatisme vécu dans son enfance, beaucoup disaient que Jacob n'était pas tout à fait sain d'esprit. Après sa mort au début des années 1800, George et Priscilla Bolich achetèrent la propriété et en firent une taverne. Dans les années 1850, la taverne changea à nouveau de propriétaire avec Mathias et Margaret Schambacher. Et leur nom allait devenir associé pour toujours à ce lieu. Ce micro a l'air d'avoir quelques petits soucis. Alors, on va essayer de le redresser. Title. Ok. Pardon. Alors, le titre de cette histoire est La taverne Schambacher, comme vous l'aurez, ou Schambacher, je ne sais pas comment ça se prononce.
Et la taverne Schambacher se situe dans la réserve de Oak Mountain, sur les plantes de la Blue Mountain, au-dessus d'Albany. C'est un endroit rempli de rumeurs, de mystères et d'histoires surnaturelles. Beaucoup de ces histoires furent recueillies par les premiers conservateurs de la réserve, Maurice et Irma Brown. Dès leur arrivée en 1938, les Brown commencèrent à entendre les rumeurs perturbantes à propos de l'ancien propriétaire, Matthias Schambacher, et de ses actions malfaisantes. Pire encore, ils vivaient à la taverne à ce moment-là. La première histoire vint d'un homme qui affirmait que son père s'était présenté à cheval à la taverne un soir d'orage. Après avoir frappé à la porte, il fut accueilli par un Mathias émacié et sinistre qui pointa la direction de l'étable. Quand ils approchèrent, les chevaux se mirent à cabrer et à hennir en panique. L'homme tira sur les rênes avec impatience et ouvrit la porte. Il vit alors sur le sol des éclaboussures de sang qui semblaient toutes fraîches et préféra continuer sous la pluie avec ses chevaux plutôt que de rester là. Les rumeurs allaient bon train, parlant de visiteurs qui disparaissaient mystérieusement après être passés à l'auberge. On racontait que Mathias les faisait boire et manger jusqu'à ce qu'ils s'endorment avant de les tuer dans leur sommeil pour leur voler leurs biens. Leurs corps étaient ensuite découpés et jetés dans un puits ou livrés en pâture aux animaux de la forêt. Schambacher semblait toutefois trouver certains clients plus utiles. D'après une histoire, un voyageur affamé qui s'était arrêté à la taverne s'était vu offrir un repas appelé « saucisse allemande à l'ancienne ». En mangeant, le voyageur eut l'horrible sentiment que quelque chose clochait dans le goût du plat. Il réalisa alors qu'il n'y avait aucun cochon ou bétail dans la propriété et s'enfuit de panique de figurer au prochain menu. Un certain Elias Featherwolf se promenait dans la montagne un jour quand il entendit un bruit étrange venant de la grange de la propriété. Ça ressemblait à des cris de détresse. Aussi s'approcha-t-il, espérant pouvoir offrir son aide. Il vit alors Schambacher dans l'entrée, une machette à la main, et en l'apercevant, celui-ci se mit à hurler « Barre-toi vite avant que je te plante ma machette dans la gueule !» Featherwolf s'enfuit à toutes jambes, et la réputation de dangereux psychopathe de Mathias grandit encore. Une des histoires les plus crédibles est celle d'Ed Trexier, qui rapportait un récit de son père parlant d'un homme qui revendait de vieux uniformes de la guerre de sécession. Il disparut après être passé à la taverne, et quelques jours plus tard, Schambacher passait une petite annonce dans laquelle il proposait la vente d'un lot d'uniformes de la guerre de sécession. L'histoire veut que Schambacher ait tué au moins 11 personnes, et pourtant il ne fut jamais arrêté ni condamné. Si ces histoires s'avéraient authentiques, il pourrait bien être le tout premier serial killer des États-Unis. Il mourut en 1879 et fut enterré à l'église de New Bethel à Albany, mais même sa mort donna lieu à de rumeurs incessantes, certains prétendant que Mathias aurait confessé ses crimes avant de mourir. Il aurait dit que les esprits maléfiques de la montagne lui auraient chuchoté jour et nuit dans l'oreille, encourageant ses instincts meurtriers. Au prêtre qui écoutait sa confession et prenait note de ses dernières volontés, il aurait dit « Je vous ferai bien la liste des gens que j'ai tués, mais il vous faudrait beaucoup plus de feuilles de papier. » Au moment de descendre le cercueil dans la terre, un éclair se serait abattu non loin de là, faisant lâcher les cordes aux officiers funéraires. Le cercueil aurait alors roulé, et Schambacher aurait été enterré ainsi face contre terre. Le propriétaire suivant fut un prêtre. Il affirmait que la maison était habitée par un puissant esprit maléfique, mais que sa foi le protégerait de ses actions. Un jour, un voyageur arriva à la taverne pour trouver la porte arrachée de ses gonds. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit que les meubles avaient été renversés, comme projetés à travers la maison. Une battue fut organisée pour retrouver le prêtre. Il était dans un champ, un peu plus loin, décapité. Le meurtre ne fut jamais résolu. La taverne fut ensuite reprise par un certain William Turner, non pas le peintre, qui éleva une famille nombreuse. L'histoire veut qu'une de ses filles, qui jouait avec un sifflet, tomba dans l'escalier de la cave et y mourut. Depuis, plusieurs personnes auraient affirmé avoir entendu le sifflet résonner parfois dans la maison pendant la nuit, dont des personnes qui ne connaissaient pas l'histoire de la mort de la petite fille. La taverne fut ensuite un lieu de contrebande et d'alcool pendant la Prohibition, puis fut enfin reprise par Maurice et Irma Brown, qui compilèrent ces récits. Maurice affirmait avoir trouvé des ossements humains dans la cave, mais ne montra jamais les preuves. Le lieu continue de susciter son lot de rumeurs et d'histoires, la dernière en date étant au début des années 2000. Les pierres tombales de Mathias et Margaret Schambacher ont disparu du cimetière d'Albany et ne furent jamais retrouvées. Voilà, c'était pour commencer sur une note un peu joyeuse, une maison. et une vingtaine de cadavres qui vont avec. Et une vingtaine de cadavres qui vont avec. Alors, vos réactions. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Est-ce que vous la pensez authentique, exagérée, fausse ? Est-ce que tu veux qu'on demande à Internet ce qu'on Internet peut toujours réagir en direct, hein, bien sûr.
Mais Internet à Google, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'ils peuvent se renseigner en direct. Clara. Ça m'a fait un peu penser à un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Brimstone. Vous l'avez vu? Dreamstone. Brimstone. Je pense Non. qu'il faut que tu redises parce que je Ah crois oui, que ton micro. je crois que mon micro était pas allumé, ouais, c'est pas grave. Ça m'a fait penser... Bon, ouais, c'est ça, on veut me faire taire. Te silencie. Je dérange. Tu veux faire des révélations? C'est ça. Non, ça ressemble à un film qui s'appelle Brimstone, qui est sorti l'année dernière, avec un prêtre sadique qui fait du BDSM avec genre sa fille et sa femme, et qui à un moment ouvre le ventre d'un mec et lui entoure les boyaux autour du cou. Le film est cool, mais ça va vous habiter un certain temps, et il y a des éléments similaires avec ton histoire. Voilà. Vous pouvez voter en disant oui, elle est authentique, ou non, elle est complètement fake, aussi bien dans le chat que au hashtag nu original, bien sûr. Moi, je vote pour oui. Oui, authentique, tu veux dire? Oui, authentique. Bah, moi je vote authentique, peut-être pour les prémices de l'histoire. Après, le coup du sifflet, je pense que. Oui, après c'est toujours. Voilà. Il y a toujours des éléments. Imagination. À la limite, en fait, Pourquoi on n'a aucun micro qui marche? Est-ce que tu On veux veut faire nous taire silencer. tous c'est mes parce qu'on invités dénonce. Ils marchent tous, mais seulement les micros captent les bruits d'ambiance, et pour atténuer un maximum d'ambiance, je les ouvre les faire. ok. D'accord. Bah pour le coup, moi, j'ai trouvé que justement les trucs des sifflets et tout, ça ressemble pas mal à des histoires contemporaines, on va dire. Et c'est plus le tout début, justement, l'histoire de cimetière indien et tout ça. Enfin, c'est que mon Comme avis. dans tous les Stephen King. Mais c'est ça fait un peu. Il y a eu 2-3 histoires un petit peu glauques, un peu normales. Typiquement, la petite fille qui joue avec un sifflet. Alors, déjà, qui joue avec un sifflet et qui meurt. C'était et une autre époque. À l'époque, on jouait avec des sifflets et des cerceaux. Et puis, on était très heureux. C'est ça. C'est Et l'ancêtre de la PS Vita. Je sais Ouais. pas si ça existe Mais je encore. trouve que c'est le genre d'histoire j'aime beaucoup, même si je suis un peu team flippette, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je trouve que c'est le genre d'histoire qu'on retrouve quand même assez souvent qui font partie du folklore contemporain. Ok. L'histoire d'Indien, je trouve que ça fait un peu rajouter. On va essayer de pas trop traîner sur cette histoire. On la garde pour la fin. Je vous donnerai plus d'éléments. Suspense On fait ça à chaque fois. Oui, on va faire ça. On va poser Et on va- à chaque fois la Ok. question. On va parler d'un classique, un classique des légendes de l'horreur, à savoir The Rake. Donc, je vais commencer et j'aurai besoin de témoins. Donc, je vous donnerai un signal. Ne vous inquiétez pas. Je pense qu'Aurélien va commencer à faire le premier témoignage vu que tu viens de lire la partie historique. Je commence là, du coup. Attends, je te dis. Alors, The Rake. Durant l'été 2003, des événements ayant lieu dans le nord-est des États-Unis évoquant une créature humanoïde ont commencé à susciter un intérêt de la presse locale avant d'être vite étouffés. La plupart des témoignages en ligne et écrits sur la créature ont été détruits. Principalement situés dans l'État de New York et une fois en Idaho, des témoins racontent leur rencontre avec cette créature d'origine inconnue. La gamme des témoignages va du traumatisme complet à un léger malaise, jusqu'à parfois la curiosité ou un simple intérêt amusé. Bien que les témoignages aient été détruits, la mémoire des événements est encore vivace et beaucoup réclament encore des réponses à ce jour. Début 2006, leur collaboration avait permis d'accumuler pas loin d'une douzaine de documents allant du XIIe siècle à nos jours, répartis sur 4 continents. Dans tous les cas, les histoires concordaient. Donc ces témoignages, petite précision, ont été recueillis par la dernière personne qui va témoigner dans les témoignages que nous avons. Donc pour le premier témoignage, Aurélien, veux-tu nous lire la lettre de suicide de 1964 ? Au moment où je me prépare à mettre fin à mes jours, je me sens obligé de justifier un peu la culpabilité et la douleur que vont causer cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois je me suis réveillé en sentant sa présence. Une fois je me suis réveillé et je l'ai vu. Une fois encore je me suis réveillé et j'ai entendu sa voix. J'ai regardé ses yeux. Je ne peux plus dormir sans ressentir la terreur de ce que je pourrais découvrir au réveil. Je ne veux plus jamais me réveiller. Adieu. Dans la même boîte en bois où cette lettre fut trouvée, 2 enveloppes adressées à William et Rose, ainsi qu'une lettre sans enveloppe disant juste « Ma très chère Lini, j'ai prié pour toi. Il a dit ton nom. » Nous avons l'extrait d'un journal intime de 1880. Je propose que Clara le lise, comme ça au pif. Bah vas-y, partage. Je viens de vivre la plus grande terreur. Je viens de vivre la plus grande terreur. Je viens de vivre la plus grande terreur. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont vides, noirs. Ils m'ont vu et transpercé. Sa main moite, je ne dormirai pas. Sa voix. Le reste de la lettre est illisible. Est-ce que tu peux nous lire ce tout petit témoignage, s'il te plaît, Guile, le journal d'un marin de 1691 Test.
Il est venu dans mon sommeil. J'ai senti quelque chose au pied de mon lit. Il a tout pris. Nous devons rentrer en Angleterre. Jamais nous ne devrons revenir ici, comme l'a exigé l'oracle. Et là maintenant, pour le témoignage anonyme de 2006, je vais demander à Julie-Anne. Il y a 3 ans, je rentrais tout juste d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous épuisés par la journée de route. Alors mon mari et moi avons mis les enfants au lit et nous sommes allés nous coucher tôt. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée en pensant avoir senti mon mari se lever pour aller aux toilettes. Voulant profiter de l'instant pour lui reprendre un peu les couvertures, je l'ai en fait réveillé à son tour. Je me suis excusée et lui ai dit que je croyais qu'il était sorti du lit. Quand il se tourna vers moi, il eut un hoquet et ramena ses pieds vers lui si vite qu'il faillit me faire tomber du lit. Il m'attrapa alors sans dire un mot. Après avoir laissé mes yeux s'habituer à l'obscurité quelques secondes, j'ai vu ce qui avait causé cette réaction. Au pied du lit, assis et nous tournant le dos, il y avait ce qui aurait pu être un homme nu ou un grand chien sans poils. Sa position paraissait peu naturelle, dérangeante, comme si son corps avait été heurté par une voiture. Bizarrement, je me suis sentie moins effrayée qu'inquiétée de son état. À ce moment-là, je me suis dit qu'il avait peut-être besoin de notre aide. Mon mari était recroquevillé en position fétale, regardant tour à tour la créature et moi. D'un mouvement brusque, la créature fit le tour du lit et se mit à ramper de manière désordonnée jusqu'à arriver à quelques centimètres du visage de mon mari. Elle resta alors complètement immobile, à le fixer pendant ce qui m'apparut être 30 secondes, mais devait plutôt en être 5. Elle posa ensuite ses mains sur ses genoux et bondit dans le couloir dans la direction de la chambre des enfants. J'ai hurlé et couru vers l'interrupteur. Je voulais l'arrêter avant qu'elle ne puisse leur faire de mal. Quand je suis arrivée à mon tour dans le couloir, la lumière venant de notre chambre était suffisante pour la voir accroupie et penchée à quelques mètres de là. Elle se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux, couverte de sang. J'actionnai l'interrupteur au mur et c'est là que je vis notre fille Clara. La créature s'enfuit en courant dans l'escalier tandis que mon mari et moi nous précipitions vers notre fille. Elle avait de terribles blessures. Les derniers mots qu'elle prononça de sa courte vie furent « Maman, c'est le Reik ». Mon mari précipita la voiture dans un lac ce soir-là, tandis qu'il roulait trop vite pour la conduire à l'hôpital. Ils ne survécurent pas. C'est une petite ville où les rumeurs vont vite. La police s'est montrée très impliquée au début de l'enquête et le journal local s'intéressait beaucoup à l'histoire. Mais pour autant, rien ne parut dans leurs colonnes et la télévision, qui devait venir faire un reportage, ne se présenta jamais à ma porte. Dans les mois qui suivirent, mon fils Justin et moi avons vécu dans un hôtel à proximité de chez mes parents. Quand nous avons finalement décidé de rentrer à la maison, je me suis mise en quête de réponses par moi-même. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui avait une histoire semblable à raconter. Nous nous sommes appelés et avons discuté. Il connaissait 2 autres personnes dans l'état de New York qui avaient vu cette créature surnommée le Reik. À nous 4, ça nous a pris 2 bonnes années de chasse sur Internet et de courrier aux 4 coins du pays pour constituer une petite collection d'articles sur le Reik. Aucun ne donnait de détails ni de suite à l'histoire. Un journal intime avait un récit l'évoquant sur les 3 premières pages, puis plus jamais par la suite. Le journal d'un marin parlait d'une rencontre sans l'expliquer, juste en disant qu'il avait été chassé par le Reik. C'était la dernière page. Il y avait cependant beaucoup trop d'occurrences de récits où le Reik était passé plusieurs fois chez la même personne. Nous nous sommes alors demandé s'il était déjà passé chez nous avant notre rencontre. Dans le doute, et en cas de nouvelle visite, j'ai placé un enregistreur numérique au pied de mon lit toutes les nuits pendant 2 semaines. J'écoutais attentivement les sons de la chambre à mon réveil. À la fin de la 2e semaine, j'étais tellement habituée aux sons de la nuit que je pouvais passer les enregistrements à 8 fois leur vitesse. Ça me promet quand même une bonne heure par jour. Le premier jour de la 3e semaine, j'ai entendu quelque chose de différent. C'était une voix stridente. Le Reik. Je n'arrive même pas à l'écouter assez longtemps pour le retranscrire complètement. Pour le moment, personne d'autre que moi ne l'a écouté. Je sais, je l'ai entendu avant. Je crois que c'était quand la créature s'est approchée du visage de mon mari. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir entendu parler à ce moment-là, mais quand j'entends cette voix, ça me ramène instantanément à ce moment. L'idée que ma pauvre fille ait pu entendre ça m'est insupportable. Je n'ai pas revu le Reik depuis qu'il a détruit ma vie. Mais je sais qu'il vient parfois dans ma chambre quand je dors. Je le sais, et je redoute cette nuit où je vais me réveiller et le voir au pied de mon lit, à me fixer des yeux. Voilà pour l'histoire du Reik. Alors il y avait plusieurs détails qui étaient rajoutés normalement. Il y a beaucoup de sites internet sur le Reik.
Et il y en avait notamment où il racontait que effectivement la police était venue, avait constaté qu'il n'y avait pas d'infraction et aucune trace de personne dans la maison, et que ça explique pourquoi il n'y a pas eu plus de suite aux enquêtes, en fait. C'était les explications qui étaient données. Tout simplement. On a des images qui tournent sur le hashtag Nu Original. Il y a beaucoup d'images du rake en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir pris le rake en photo, donc il y a des images. Encore une fois, difficile de savoir ce qui est vrai ou pas, mais si tu veux en montrer à l'écran. Je vais les montrer tout à l'heure, je pense peut-être à la fin. Ouais, si tu veux. Pour se remémorer l'histoire. Est-ce qu'on ferait pas un petit témoignage d'internaute ? Je pense. Absolument. Marie Camier-Théron. Marie Camier-Théron va nous raconter le témoignage. Alors, je me souviens plus de son nom exactement, de son pseudo. Je le dis à l'anglaise ou à la française ? À la française, c'est The Mercy Chick. Ok. The Mercy Chick. Ok, et ben voilà. Okay. The Mercy Chick. Je dors pas et je veux pas que vous dormiez, donc thread des trucs chelous paranormaux advenus chez moi. Ma famille a emménagé dans notre maison actuelle quand j'avais 7-8 ans. C'est une maison neuve qu'ils ont fait construire. Quelques semaines après notre arrivée, j'ai commencé à avoir extrêmement peur du noir au point d'en pleurer, cauchemarder la nuit. Mes parents se sont dit que j'avais pas l'habitude des volets, j'en avais pas avant, et ils m'ont acheté des veilleuses. Depuis, j'ai très peur d'aller dormir et du noir alors qu'avant j'adorais ça. Vers mes 12 ans, je dormais bien bordée, serrée dans mon drap, ma couverture et ma couette. Super douillet. Et là, je sens que quelque chose m'agrippe le bas des draps et tire sous le lit. J'étais à moitié endormie, je flippe à mort. Je tente de me dégager, alors que ça tire encore, mais je suis super serrée dans mes draps. J'y arrive et j'allume enfin la lumière. Je me remets de mes émotions, je vois que la moitié de mon lit est barrée sous le lit, du côté pied. Je finis par jeter un œil, il n'y a rien. Seulement ma couette et mes draps à moitié enfoncés dans le trou qui donne sur le lit. Depuis, j'essaie de me convaincre que c'était une paralysie du sommeil très violente. Une hallucination, mais... Je me souviens très bien qu'un bout de ma couette s'était coincé sous un des pieds du lit. J'aurais jamais eu la force de le faire. J'aurais pas eu la force de soulever le cadre du lit et de l'y coincer, et encore moins en étant sur le lit à ce moment-là. Depuis, je dors plus bordée et je dors avec uniquement ma couette. Vers cette époque, j'ai commencé à entendre quelqu'un ou quelque chose respirer très fort sous mon lit. Je l'entendais distinctement. Je l'entendais via le trou entre mon lit et le mur. Parfois même, ça faisait bouger le matelas en rythme. Ma réaction, mettre des boules caisses pour dormir et ne plus être gênée par le bruit. Paye ta gamine la plus chill du monde. Parallèlement, j'entendais aussi des gens dans le couloir et je les entends encore parfois, enfin souvent. Merci les boules caisses. Les poulets étaient venus faire Nouvel An chez moi. Juste une petite précision, c'est donc un thread de tweet, ouais. Et cette jeune fille, les poulets, c'est ses amis. C'est juste pour, voilà. Parce que sinon, ça ajoute une dose de surréalisme à l'histoire. Les poulets, le Nouvel An, écoute... Non, je pensais que la première fois que je l'ai lu, j'ai cru que c'était les flics, mais effectivement, c'est ses amis qu'elle surnomme les poulets. Les poulets étaient venus faire le Nouvel An chez moi. On va se coucher, on passe 15 minutes après dans le couloir, et là, il y a C et L qui gaspent. Je leur demande ce qui se passe. Ils me répondent « On a eu peur parce qu'on entend des gens parler dans ton couloir. » Moi « Ah, c'est normal, ça fait souvent ça. Ils vont dans la cuisine aussi. Ils jouent avec les couverts et ils tirent les chaises. Ok ?» Et elle « On n'aurait pas dû rester dormir ici. » Ces dernières années, ma télé s'allume toute seule. J'ai compris que c'était chelou le soir où elle s'est allumée, alors qu'elle était en veille, et que j'étais sur mon lit et que la télécommande était à 2 mètres de moi. Elle s'allumait quand j'étais dans une pièce ou hors de chez moi. Du coup, je la débranche dès que je l'utilise pas. Je veux pas qu'elle s'allume en plein milieu de la nuit. Quand j'ai eu 14 ans, ça se passe un 31 octobre, et oui, c'est cliché, je lisais OKLM sur mon lit défait près de la fenêtre. Et là, mes draps s'envolent. Ils flottent à genre 1 mètre du sol avant de retomber d'un seul coup. Moi qui regarde la scène, gifle du fossoyeur de film qui fait bof. Beaucoup trop chill. C'est très difficile à expliquer à l'oral. Je pense qu'on voit exactement de quoi il s'agit. Sur le tweet, il y avait un petit gif de François qui faisait. On pense à lui. Mais voilà. Mais. Ça a duré 2 secondes à tout péter. Beaucoup trop rationnel, je vérifie s'il n'y a pas de courant d'air, genre ça fait ça. Et je demande à ma mère si Kiwi, encore chiot et fuineuse de chambre, est avec elle. Elle me répond « Bah oui, pourquoi ?» Et là, je flippe. Mais téméraire, je fonce sur le tas de draps et il n'y a rien en dessous. Après, tu entends les portes s'ouvrir alors qu'elles sont fermées, ou elles s'ouvrent de façon un peu random.
Il y a quelques semaines, je suis tranquille dans ma chambre quand j'entends un fracas dans le garage juste à côté. J'y vais un peu flippée. Et là, il y a plein de marmites casseroles tombées par terre. Ce qui est bizarre puisqu'elles étaient bien posées sur le meuble blanc. Je veux dire, elles avaient de la place et le truc est solide. Il n'y a pas de courant d'air. Donc, what the fuck? Mon père a dit, ça doit être une bestiole. Excuse-moi papa, mais on n'héberge pas Splinter dans le garage aux dernières nouvelles. Hein. Et le truc le plus flippant qui me soit arrivé avec le tirage sous le lit, c'était cet hiver, donc c'est assez récent. Je vais dormir vers 2h30 et je mets pas les boules caisses tout de suite. Et là j'entends Alice. C'est la voix de ma mère. Sauf que, il n'y a pas de lumière, il est 2h30, mon père dort avec elle, donc pourquoi m'appeler? Et sa voix est trop claire et trop proche. Une fois la panique passée, je vais me coucher et je finis par m'endormir. Je me dis que j'ai dû halluciner avec la fatigue et compagnie. 2-3 jours plus tard, je raconte ça à ma mère dans la voiture. Elle me regarde bizarrement, je lui demande pourquoi. Je sais pas si je dis ça. Gif, nos regards chelous. Donc, j'imagine que c'était des regards chelous sur le gif. Je me souviens plus du gif. Je peux pas vous l'imiter parce que j'ai pas vu le gif moi-même. Il y a 2-3 nuits, je me suis réveillée vers 2h30 car je t'ai entendu m'appeler, mais je me suis pas levée car j'ai cru rêver. Et là, c'était le gros flip. Heureusement qu'on a eu la flemme de se lever, dis donc. Il y a quelques jours, la semaine dernière, en fait, j'ai enfin rencontré mon ami de sous le lit, aka le croque-mitaine, ou un de ses proches du moins, après tout ce temps. Et il y a quelques mois, j'ai ressenti le matelas bouger doucement au rythme d'une respiration, ça arrive encore de temps en temps. Au bout de 10-15 ans, je fais avec, quoi. Donc c'était vers minuit, 1h du mat, j'étais assise sur mon lit avec mon ordi sur ma chaise de bureau, dans l'exacte position dans laquelle je me trouve, alors que je tweete ces lignes. Paye ton suspense. Il faut savoir que mes médocs me donnent des hallucinations type du coin de l'œil, des insectes ou des ombres bien souvent. Donc si je regarde là où je pense avoir vu un truc, il disparaît. Donc la semaine dernière, je chill sur Twitter vers 1h, et je vois un truc très noir sortir de sous mon lit. Je me dis que j'hallucine et que je regarde ailleurs, sauf que le truc se cogne contre les roues de ma chaise. J'entends qu'il se cogne, et le siège et mon ordi tournent du coup. Du coup, je baisse les yeux et le machin noir est encore là. Il est tout petit avec des yeux ronds, un peu jaunes. Il ressemble à un tout petit bébé, croque-mou, toothless. Je frise. Oui, c'est pour le dragon dans Comment élever votre dragon, pour ceux qui n'auraient pas vu le dessin animé. Merci pour la ref. Je frise, il frise, et il recule sous le lit en un clin d'œil. Là, je suis sur mon lit et je me dis, soit je dors sans vérifier et je flippe, soit je me lève au risque de me faire choper les pieds. Après 15 secondes de réflexion, je braque ma lampe sous mon lit et je check. Il n'y a rien du tout. Voilà, témoignage d'une jeune internaute. Si on a un petit peu de temps plus tard, je reviendrai bien sur un autre témoignage que j'avais reçu il y a quelques mois maintenant, puisque c'était pour une autre nuit originale, mais je n'avais pas eu le temps de le lire à l'antenne. Est-ce qu'on fait un vote vote d'authenticité, un check authenticité? Allez, check d'authenticité. On part sur un check authenticité. C'est parti. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette maison? La jeune fille qui m'a envoyé ça m'a précisé que ça n'arrivait que chez elle, que ça lui était jamais arrivé à l'extérieur de cette maison. Donc est-ce que ça vous dit d'aller vivre dans cette maison, ou est-ce que c'est du genre non, pas question? Le truc c'est Amityville, ouais, j'y vais direct, écoute. Et en même temps, elle a eu des contacts, mais il lui est rien arrivé de très grave non plus. Alors, je sais pas si historiquement, on a des traces de gens qui ont été vraiment tués par des fantômes, en fait. Oui. Mais c'est une bonne question. Elle dit qu'elle s'est installée dans la maison quand la maison a été construite, hein, c'est ça, au moment où elle s'est Si j'ai installée. bien compris, si je me souviens bien, si je mélange pas toutes mes histoires, c'est parce ça. que là, je vous avoue que je manque de sommeil et que j'ai fait beaucoup d'histoires ces derniers jours. Mais si je mélange pas les histoires, il me semble que c'est une nouvelle maison et qu'a priori, il y a pas de cimetière indien en dessous. Ouais. C'était une maison neuve qu'ils ont fait construire. Voilà. Si, moi j'y vais. Ouais, bah oui. Ça va. Honnêtement, moi, quand j'ai lu le témoignage, si je peux donner mon avis, ce que normalement je fais pas, mais c'est que moi, quand je lis le témoignage, c'est le petit dragon là, toothless, j'ai trop envie de le voir, quoi. Ah, moi aussi. Moi, j'ai envie de. C'est une sorte de Pokémon. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de sauter sous le lit Je te montrerai.
J'ai envie d'avoir l'appareil photo et de guetter le. Moi, si je vois un truc comme ça sortir de sous mon lit, les 50 nuits suivantes, je suis devant le lit avec un appareil photo en attendant qu'il ressorte. Oui, c'est clair. C'est vraiment trop mignon. Et, J'ai l'impression qu'Internet ne croit pas à cette Alors, histoire. Hein. Non, Internet ne valide pas du tout cette Nettement histoire. pas, ouais. On en reparlera Moi, il y a tout à un l'heure. truc qui m'interpelle dans l'histoire là, c'est que pour avoir été une gamine terrifiée par le noir, les monstres, les machins, les trucs, il y a eu un truc pour survivre, en fait, pour réussir à dormir, qui était de créer des règles, qui était un espèce de pacte avec les monstres de ma chambre. Et en fait, quand tu t'en parles aux gens, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui faisaient ça aussi. Ouais, moi Tu je le vois faisais aussi. Donc tu vois que t'avais un pacte, t'avais des règles, et que les règles c'est pas un membre qui dépasse du lit, si t'es bordé, il a pas le droit de te toucher. Enfin, voilà, et en fait là, la personne, je trouve que elle respecte aucune règle. D'ailleurs, elle en a même pas établi. Respecte les fantômes, s'il te plaît, The Mercy Chick. Mais oui, parce que si jamais tu les respectes pas, là, ils ont le droit de venir te taper. Alors que si tu fais, non, vous existez. Par contre, genre, on va fixer un périmètre. Ok. vois Là, c'est chez moi. Là, c'est ton côté du lit. Tu mets une chaussette ça. au milieu et tu dis là, c'est ton côté. Moi, je trouve Et là, qu'elle c'est a le mien. aucune conscience du danger, aucun respect de l'esprit maléfique, quoi. Bon, bah, écoutez, on y reviendra. En attendant, on va rester sur Internet avec une histoire Instagram où j'ai trouvé, pour le coup, non sans effort, je vous avoue que c'était un peu dur avec le décalage horaire, mais j'ai trouvé quelques pistes sonores. Tu les as sous la main, Thomas Hercouet? oui, tu me donnes le numéro. Je te donnerai. On va faire un essai, on va faire un petit essai sonore. Je suis pas sûr. On les mettra au fur et à mesure, ou alors on les met. Je vous fais le récit et je vous donne les trucs audio à la fin parce que je sais plus où ils sont dans le récit. Je sais pas non plus. Moi, je peux. Ok, bah je te préviens. Donc c'est une histoire qui s'appelle Koshka. Attends, je fais un test pour voir si ça marche bien. Je les charge. Ça charge pas fort pour l'instant. Ouais, c'est bon. Ok. Tu me dis quand c'est bon. On les fera à la fin. Ok. Donc sur la plateforme Instagram, la jeune, nous allons l'appeler A. Je ne vais pas donner son vrai nom à l'antenne tant qu'à faire. A soudain acquis une popularité grandissante, bien malgré elle, en ce début 2018. C'est un truc assez récent. Cette jeune femme avait alors jusque-là une page assez ordinaire. Elle postait essentiellement des photos de son quotidien d'étudiante, des selfies ainsi que quelques vidéos de soirées entre copines dans la région de Compiègne. Sa page prit un tournant décisif le 15 janvier. La jeune femme, en larmes, appelait au secours ses contacts de la région. Son chat s'était sauvé de la maison et avait disparu depuis 2 jours. Un petit chat noir de 2 ans appelé Koshka. Les jours qui suivirent, les messages de soutien affluèrent. Ça marche bien avec l'histoire, hein. Tu peux laisser les sirènes dehors. Hein. Là, où j'en suis. Les messages de soutien affluèrent. Ses amis se proposaient de venir l'aider à poser des affiches ou à fouiller les environs. Plusieurs photos de la battue montrèrent ainsi un groupe de jeunes en manteau d'hiver parcourant la campagne à la recherche du chaton perdu. Mais les recherches ne donnèrent rien. A désespérait de plus en plus de retrouver son petit compagnon vivant. Et de fait, une semaine plus tard, une de ses amies postait un commentaire très chagriné. 3 rues plus loin, il y avait selon elle un petit chat noir écrasé par une voiture, et il ressemblait beaucoup à Koshka. A était mortifiée, elle répondit qu'elle allait vérifier par elle-même, mais ne put trouver le corps de l'animal. Le soir même, elle faisait toutefois une courte story où, très touchée par la mort de son chaton, elle remerciait malgré tout ses followers pour leur aide et leur soutien. La jeune fille se fit plus discrète sur le réseau pendant quelques temps, puis retrouva progressivement un peu de bonne humeur, puis reprit finalement un rythme de publication normal à base de selfies et de photos de soirée. Fin janvier, surexcitée, elle racontait dans une nouvelle story qu'elle avait, la nuit précédente, entendu miauler à sa fenêtre, et qu'en ouvrant, elle avait eu la surprise de voir arriver Koshka, amaigri et trempé, mais bien vivant. « Mon chat pue, mais il est revenu », disait-elle. Dans les jours qui suivirent, plusieurs stories parlèrent de l'animal. Autrefois câlin et joueur, il était désormais silencieux et distant. A commença par s'en amuser, puis par s'en agacer. Une vidéo montre le chat immobile, en train de fixer le mur. La jeune femme tente de l'appeler, mais il ne lui répond pas. Elle va jusqu'à lui coller son téléphone sur le nez pour montrer à quel point il l'ignore. Et écoutez ce bruit, franchement, c'est quoi ça? Elle se plaint aussi de son odeur, qu'elle décrit comme sucrée et désagréable et qui imprègne toute sa chambre. Dans une vidéo, elle en plaisante un peu amèrement. On dirait que quelqu'un a vomi dans un Sephora. Elle montre aussi la longue griffure qu'elle a reçue quand elle a tenté de le soulever pour le laver.
En tout cas, c'est visuel. Hein. Vomi dans le Sephora, moi, ça me parle. Au fil du mois de mars, la jeune internaute devint de plus en plus tendue. Ses stories parlent de plus en plus de Koshka. Koshka l'a griffé dans son sommeil. Koshka fait des bruits bizarres. Koshka ne mange presque rien et vomit partout. Et Koshka a cette drôle d'odeur. Et puis les histoires deviennent plus inquiétantes. Dans une story datée du 18 avril, on l'entend chuchoter dans le noir. Elle explique qu'elle avait sorti le chat de sa chambre pour passer une nuit plus tranquille. Mais au milieu de la nuit, elle a été réveillée par le fracas de la porte ouverte brutalement. Son chat se tient dans l'encadrement, dressé sur ses pattes de derrière, et émet des sons qui ne ressemblent que de très loin à des miaulements. Elle annonce ensuite qu'elle va s'approcher pour mieux enregistrer les sons, mais lors de la vidéo suivante, le chat n'est plus là. Il s'est barré en marchant debout, comme ça. Là, je ne le vois plus. On la voit encore dans une autre vidéo, appeler le chat à voix basse dans la maison. Les sons étranges continuent, mais l'image est trop sombre pour voir ce qui se passe. Quelques jours plus tard, une autre story passionne ses followers. On y voit le chat de face, en gros plan, assis sur une table de nuit. Une A, visiblement très agitée, ne cesse de lui répéter en off « Allez Koshka, refais ce que tu viens de faire !» Puis face caméra, bon, il ne le refait pas, il fait ses bruits de merde là, mais je jure qu'il a dit un mot, on aurait dit qu'il parlait. Bon là, bien évidemment, il le refait plus, alors va te faire foutre. Beaucoup de ses amis commentent, lui expliquant que le chat a pu être traumatisé pendant sa fugue, qu'il est peut-être blessé, qu'il faut l'emmener voir un vétérinaire. A balaie ses remarques. Koshka a vu un vétérinaire dès son retour, il n'a rien d'anormal, il est juste fatigué et un peu sous-alimenté. A, quant à elle, paraît de plus en plus fatiguée et négligée dans ses vidéos, et celle-ci s'espace de plus en plus. Fin avril, une vidéo prise dans le noir la montrait apparemment à bout, parlant au chat en le suppliant d'arrêter. Dans une autre vidéo sans parole, on entend un rire étrange dont on a du mal à dire s'il provient d'elle ou de Koshka. 2 jours plus tard, elle se filme une dernière fois, visiblement épuisée et décoiffée, et explique que Koshka était très malade et que le vétérinaire a dû le piquer. Elle annonce qu'elle va moins poster pendant quelques temps. Quelques commentaires font remarquer qu'elle a ce qui ressemble à des taches de sang sur la manche de son sweatshirt. A ne répondra pas et effacera son compte le lendemain. En 2 mois, elle était passée de 96 à presque 7500 abonnés. Quelques-unes des vidéos ont été capturées et circulent sur différents sites de creepypasta et autres légendes urbaines. Elle a fait savoir par l'intermédiaire d'une amie qu'elle ne répondrait pas aux gens qui la contacteraient au sujet de Koshka. Et donc voilà, la question c'était, est-ce que c'est une histoire vraie ? Est-ce que la fille a bricolé cette histoire un peu comme a fait Décrac avec son 3e droite ? C'est un témoignage. Ouais, pardon. Ah merde, c'est un chewing-gum qu'il y avait sur la table. J'étais en train de manipuler un papier, il y avait un chewing-gum. C'est dégueulasse. Faut plus toucher la table à partir d'une certaine heure. Hein. C'est la base. En tout cas, j'ai pas trouvé tout, mais j'ai trouvé quelques-unes des vidéos, donc on doit avoir les sons normalement. Oui, ça arrive. Si Thomas Hercouet. Oui, il arrive. C'est bon. Alors, les sons absolument, on va les tester à l'instant. On commence par le premier ? Bah, mets-les dans l'ordre, hein, je sais plus combien il y en a. Sacha. La possession par le shaitan a été... Ok. Il fait rien du tout, il regarde le mur, c'est assez bizarre. Koshka, viens me voir. Koshka. On n'entend pas trop. Je vous à peine le toucher quand il est comme ça, c'est vraiment bizarre. Mais là, je suis devant lui. Essaye de mettre le son à fond pour qu'on entende les sons, parce que je crois qu'il y a des là, sons. En plus, il fait des bruits bizarres. Ah ouais. Vous entendez ? Regardez, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc-là ? Oh putain ! C'est un bulldog, hein, juste. Je voulais vous montrer, je me réveille là. Bon, ça c'est une des dernières. Il fait peur, il est comme ça là, il se boue sur ses pattes. Je sais pas comment il tient comme ça, c'est pas possible. Attendez, oh, putain, j'ai peur, mais je vais vous montrer. Je vous montre. Ah, puis ces bruits là, mais je flippe. Ah, il a eu peur quand je me suis rapprochée. Merde, il est où ? Koshka. Il s'en va, quand il s'en va, il est sur ses pattes arrière, mais c'est trop bête. Koshka. Je vois pas. Vas-y, refais. Refais ce que tu viens de faire. Eh ben, refais-le. Bon, bah évidemment, il le refait pas. On aurait dit un mot, on aurait dit qu'il disait quelque chose.
là, il continue à faire ces bruits de merde, là. Bon, mais tu va te faire foutre. Et elle commence. Ça me stresse, je peux pas dormir comme ça, là. Kouchka, arrête. Arrête. Je l'entends. Arrête-toi. Je crois que c'est tout. Là, c'est tout. On a enchaîné les 7 sons d'un coup. Absolument. Ils étaient un peu bizarres là, les sons. Ils sortaient. J'avais l'impression qu'ils étaient plus aigus que ce que je me souvenais, comme si c'était un peu accéléré. Mais enfin bon, c'était les sons. En tout cas, c'était les bons sons, oui. Voilà. Alors, il est en difficulté respiratoire, ce chat, en fait. Là, je sais pas, on les entendait pas très bien, mais les sons sont vraiment dégueulasses, en fait. Alors moi, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai eu un chat qui a eu une sorte de sida ou cancer, qui a eu une agonie qui était très très lente. Alors ça s'est fini où en fait, sur la fin de sa vie, pendant des mois, mon chat, qui était un petit chat qui était très mignon, qui s'appelait Pomme, avait des pupilles complètement dilatées, comme si sa pupille prenait l'ensemble de ses yeux. Et elle faisait ce bruit-là, en fait. Elle faisait vraiment comme si c'était... C'est les histoires qui font peur, Thomas, pas les histoires tristes. C'était un peu... quand même les deux, donc c'est triste et ça fait peur. Ok. Ok, Internet est plus partagé sur celle-là, visiblement. Ouais. Non, je pense que... Oui, enfin, globalement fake, grosse mais... majorité globalement fake. Hein. Pile 2 fois plus de personnes pensent que c'est... moi, la meuf, je la trouve assez chill. Hein. Oui. Grave. Ouais. Moi, mon chat, il fait ce bruit-là. Déjà, je consulte. Bah, elle dit qu'elle a consulté, en tout cas. Oui, mais un psy, à ce niveau-là. Oui, un psy, un exorciste. Concrètement parlant. Voilà. Alors, maintenant, nous allons enchaîner. Il nous reste encore du temps. Oui, on a encore le temps pour une histoire, Thomas. Absolument. Tout à fait. Alors, on va enchaîner sur la légende. Alors, il y a encore des sirènes dehors, là. Je sais pas ce qui se passe, mais on a beaucoup de sirènes dehors. Ils viennent pour le chat. Pour le chat Ou pour toi. C'est possible. Alors on va faire. Non, mais c'est parce que là j'en ai imprimé plein, évidemment. Donc je sais pas. Moi j'en avais un déjà. Attends, mais là j'en avais imprimé 4 de ce truc-là. Ok. Bah, partagez. Passe-en un en face pour qu'elle partage et vous partagez celui-là. Et donc là on va partir sur une autre histoire du net que nous appellerons les gens de l'ombre, en anglais The Shadow People. Qui raconte cette histoire? Alors je vais faire l'introduction et après il y aura des témoignages. Donc je vais avoir besoin de témoins. Et je solliciterai des gens autour de cette table. Les gens de l'ombre. Une personne de l'ombre, aussi connue sous le nom de silhouette d'ombre, être d'ombre ou forme noire, décrit la perception d'une tache d'ombre comme étant une forme vivante humanoïde. Les amateurs de paranormal les interprètent comme étant le signe de la présence d'un esprit ou d'une autre entité. Beaucoup de religions, croyances et légendes décrivent des êtres spirituels sombres, comme des ombres de l'au-delà, et beaucoup de créatures sombres hantent les folklores locaux et récits de fantômes. L'émission de radio Coast to Coast AM a grandement popularisé la forme moderne de cette croyance. La première fois que le sujet a été abordé en détail, c'était dans l'émission du 12 avril 2001, quand l'animateur Art Bell a interviewé le vieil amérindien Thunderstrikes, aussi connu sous le nom de Harvey Swift Deer Regan. Les auditeurs étaient invités à envoyer leurs dessins des gens de l'ombre qu'ils auraient croisés, et ceux-ci étaient partagés sur le site de la radio. En octobre cette année-là, Heidi Hollins publia un livre sur le thème des gens de l'ombre et devint par la suite une invitée régulière de l'émission. Hollis les décrit comme des silhouettes sombres de forme humaine qui semblent clignoter dans la vision périphérique de l'œil et affirme que plusieurs personnes racontent que ces créatures ont tenté de leur sauter dessus et de les étrangler. Elle considère ces silhouettes comme étant des êtres malfaisants, créatures d'un autre monde qu'on peut repousser de diverses manières en invoquant par exemple le nom de Jésus. Parce que ça marche toujours. Bien que beaucoup de témoignages en ligne sur différents sites liés au paranormal les présentent comme menaçantes, beaucoup d'amateurs de paranormal débattent encore sans pouvoir affirmer qu'elles sont maléfiques, bienveillantes ou neutres. Certains émettent l'hypothèse qu'elles sont des créatures extradimensionnelles d'un autre univers. Quelques enquêteurs du paranormal comme Chad Stambaugh affirment les avoir filmés. On retrouve ainsi des gens de l'ombre dans la série Supernatural, quand Sam and Dean Winchester se retrouvent attaqués par un Daeva, un démon zoroastrien qui n'apparaît que sous la forme d'ombre. Dans le roman John Dies at the End de l'auteur David Wong, et qui a été adapté en film, ouais.
Quand il tue quelqu'un, cette personne est rétroactivement effacée de l'histoire comme si la personne n'avait jamais existé. Par contre, c'est un spoiler ? Non, c'est juste un film de ouf, c'est tout. Ah, c'est un super film, ok. Et pour faire plaisir à Thomas, le Pokémon Ectoplasma est, paraît-il, inspiré du mythe des gens de l'ombre. C'est pas faux. Et donc nous allons passer à divers témoignages. Je vais demander à Gaël peut-être de commencer le premier, de Warloff, envoyé à l'archive officielle des gens de l'ombre le jeudi 4 novembre 1999. Aux alentours de mes 10 ans, j'ai vécu quelque chose qu'un enfant de 10 ans ne peut jamais oublier. Une nuit, alors que je dormais dans ma chambre, je suis soudain réveillé sans raison. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé la pièce autour de moi. À cette époque, je n'avais pas de rideau à mes fenêtres. Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu une ombre noire qui semblait me fixer. Pour la décrire mieux, c'était une silhouette sans visage. Elle était simplement parfaitement noire. J'étais si terrifié que je ne pouvais pas bouger. J'avais trop peur d'allumer la lumière. Alors je me suis caché sous les draps. J'étais très perturbé. Comment était-ce possible que quelqu'un m'observe depuis le 2e étage ? Le lendemain, j'en ai parlé à ma mère. Je pense qu'elle m'a pas cru. Nous avons mis une couverture à ma fenêtre en guise de rideau pour qu'il ne me dérange plus. Mais la nuit suivante, ma mère a à son tour vu la silhouette noire devant la fenêtre de sa chambre. Elle semblait aussi la fixer. Ma mère a alors allumé la lumière et la silhouette n'était plus là. Elle a alors tiré les rideaux. Depuis, chaque soir, elle me rappelait de fermer tous les rideaux de la maison. Quelques années plus tard, mon petit frère a eu la même expérience. Il s'est réveillé en pleurant et fut pour un long moment trop effrayé pour se rendormir. Il avait 8 ans à l'époque. Je ne sais pas pourquoi ces choses tournent autour comme ça, mais je peux juste vous recommander de bien fermer vos rideaux la nuit, si vous ne voulez pas que quelque chose dans le noir vous observe. Nous avons un autre témoignage anonyme, je te propose de le lire. De Anonyme à l'archive officielle des gens de l'ombre, le lundi 19 août 2002. La première rencontre eut lieu quand j'étais gamin. J'avais peut-être 12 ou 14 ans. Je dormais dans le lit du bas de nos lits superposés et cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer l'œil. La seule lumière venait d'une veilleuse dans le couloir, en dehors de la chambre. Soudain, une sorte de blob sombre, comme une ombre noire de forme vaguement humaine, avec une tête et des bras, passant en flottant à côté du lit, m'attrapa le cou et commença à m'étrangler. J'étais complètement paniqué. Je comprenais rien à ce qui se passait. J'ai mordu la chose, je me souviens pas bien de ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et j'ai bondi hors du lit. J'ai regardé autour, il n'y avait rien, ni personne. Je suis sûr que je m'étais pas endormi, je suis allé me passer de l'eau sur le visage, je me suis convaincu moi-même que j'avais dû faire un cauchemar, et je suis retourné au lit pour me cacher sous les draps. La seconde rencontre se passe quelques années plus tard, au lycée. J'étais dans une sous-location pour l'été, et un copain vint passer le week-end à la maison avec moi. Il dormait dans une pièce à côté, un couloir reliant nos 2 chambres. Dans la sienne, il y avait des piles de cartons un peu partout. Sur l'une d'elles était posée une vieille alarme incendie. Alors qu'il essayait de s'endormir, il vit entrer par la porte une énorme ombre, comme une silhouette de tigre qui avançait vers lui. Il était figé et terrifié. L'ombre bouscula la pile de boîtes, qui dégringola avec fracas, et l'alarme incendie se mit en route, nous réveillant mon colocataire et moi. L'ombre se faufila en dehors de la pièce à nouveau. Mon ami, très secoué, nous raconta ce qu'il avait vu pendant que nous démontions l'alarme pour la faire taire. Il était terrifié, et il refusa de retourner dormir dans cette pièce cette nuit-là. Nous avons aussi des témoignages de femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire ou quelqu'un qui ne veut pas lire ? Vous êtes très... Alors, allez, Juliane, tu nous fais le témoignage de MR à l'archive officielle des gens de l'ombre le dimanche 22 septembre 2002. J'ai 19 ans et je vis dans le New Jersey. Et jusqu'à aujourd'hui, avant de lire les témoignages sur ce site, je n'avais pas vraiment de nom pour ce que j'avais vu. Je parle bien sûr des gens de l'ombre. Je les croise régulièrement et ça me terrifie à chaque fois, parce qu'ils surgissent tout le temps quand je suis seule ou que je m'y attends le moins. La dernière rencontre s'est produite récemment, quand je rentrais chez moi après une soirée chez mon frère. Je pense qu'il était minuit ou un peu plus tard. Je rentre par la porte de derrière qui donne sur la cuisine, je pose mes clés et me dirige vers le frigo, quand soudain, je remarque quelqu'un se tenant debout en plein milieu du salon à côté, à quelques mètres de moi. Je ne peux pas voir grand-chose en termes de détails, mais je suis certaine de ne pas reconnaître la silhouette. Je sais que ce n'est pas un de mes parents.
Je cligne à peine des yeux et la silhouette n'est plus là. Elle a disparu sans un bruit. Je suis là, terrifiée, tremblante. Je recule vers le frigo. Je m'accroupis pour attraper la bouteille de thé glacé. Quand je me redresse, j'aperçois la même silhouette debout juste à côté de moi derrière la porte du frigo. J'ai hurlé et j'ai failli sauter à l'intérieur. Elle a bien sûr disparu en un clin d'œil. Mais le truc est que je vois ces choses partout, tout le temps. Je les vois autour de ma maison, toujours dans un coin de mon œil, dans les miroirs, ou comme d'autres témoins le racontent, derrière les fenêtres de ma maison, quel que soit l'étage. Et je n'en peux plus. Mes parents, j'ai l'impression qu'ils ne me croient pas vraiment. Mais ce n'est pas eux que des silhouettes sans visage observent en permanence. Je suis réellement terrifiée par ces choses parce que je ne comprends pas ce qu'elles me veulent. Je préférerais ne jamais avoir à le découvrir, je veux juste qu'elles s'en aillent. Et enfin, je sais pas, Clara n'a pas beaucoup parlé, je trouve. Donc Clara, tu veux faire le dernier témoignage ? Ok. Le témoignage de Cat Ball à l'archive officielle des gens de l'ombre, le lundi 6 février 2003. Et on va même commencer à demander aux gens pendant ce temps-là si c'est authentique ou pas d'après eux. Quelques mois avant la mort de ma mère, ma sœur et elle discutaient de choses étranges qui se passaient chez nous. Ma mère lui avoua qu'elle avait vu à plusieurs reprises sortir du placard de sa chambre une silhouette sombre et la décrivit comme semblant porter une capuche sombre qui lui recouvrait la tête et le haut du corps. Ma sœur écoutait incrédule la parfaite description de la silhouette qu'elle se souvenait avoir vue elle-même des années plus tôt, alors qu'elle était toute petite, penchée au-dessus de son berceau, et qu'il la touchait du bout de son doigt osseux. Elles m'appelèrent alors et me demandèrent si j'avais moi aussi vu quelque chose d'étrange dans la maison. Je leur parlais alors spontanément de l'étrange figure d'ombre, encapuchonnée, qui se tenait souvent debout au pied de mon lit et me terrifiait tellement que je dormais presque toujours cachée sous mes couvertures, avec un drap enroulé autour de mon visage pour me bander les yeux, même si je pouvais toujours sentir sa présence, et que je savais qu'il serait là devant moi si je soulevais ne serait-ce qu'un peu du tissu de mon masque de fortune. Mon frère nous parla du petit homme qui sortait de son placard pratiquement toutes les nuits pour se balader dans sa chambre. Sa silhouette semblait encore plus nette que les nôtres. Mon frère nous parla de sa curieuse capuche qu'il semblait porter. Chacun de nous avoua qu'à chaque fois que nous montions l'escalier, un sentiment d'angoisse allait monter en nous dès la première marche, ne se dissipant que quand nous arrivions dans nos chambres et avions vérifié que la silhouette sombre ne s'y trouvait pas. Et nous avons réalisé qu'aucun d'entre nous ne descendait les escaliers en tournant le dos au palier quand nous étions seuls. Nous descendions toujours les marches à reculons, croyez-le ou non. J'en ai des frissons glacés rien qu'à en reparler encore aujourd'hui. Et voilà pour les témoignages sur les Shadow People. Alors vos opinions là-dessus ? Marie, elle me regarde avec des yeux comme ça, du genre, est-ce que ça te parle particulièrement ? Oui, moi ça me parle. Je fais des terreurs nocturnes de gens dans ma chambre. Donc moi, je t'avoue que j'ai déjà vu ça. Honnêtement, j'ai des souvenirs d'enfance où je voyais des silhouettes sombres dans ma chambre. Et j'ai au moins 2 amis qui m'ont témoigné avoir vu comme ça des silhouettes derrière leur fenêtre, au 2e ou 3e étage, tu sais, où tout à coup ils tournent et ils voient une silhouette sombre qui les regarde à la fenêtre. Alors qu'ils sont au 4e étage, et ça les panique complètement. Je peux raconter une anecdote Bien sûr, on est là pour ça, oui. Quand j'étais petite, j'habitais au 10e étage d'un immeuble et j'avais des volets à ma fenêtre et une nuit il y a eu beaucoup de vent et j'ai aperçu dans le coin de la fenêtre une silhouette sombre. Et le lendemain, le volet s'était décroché et avait atterri sur la voiture d'un de mes voisins. Et ça m'a un peu traumatisée et depuis j'avoue que je continue à faire je sais pas si c'est des hallucinations nocturnes, mais je continue à voir ces silhouettes sombres. Moi à chaque fois quand j'ai lu ces témoignages je pensais les détraqueurs quoi. Ouais. C'est dans Harry Potter quoi, les silhouettes noires qui flottent comme ça. Alors que moi je pense directement à Monstres et compagnie et je me dis que ce sont des choses qui me veulent du bien quoi. Qui veulent juste te faire peur pour augmenter leur potentiel énergétique. Voilà. Ou les noireaux de Miyazaki. Les noireaux de Miyazaki, ouais. C'est très mignon. Moi j'ai eu ça, j'habite chez mes parents au 2e étage. Et au 2e étage en fait j'ai pas de volet. Et ça m'arrivait de pas avoir de rideau non plus. Et plusieurs fois je me suis réveillé en étant convaincu qu'il y avait une silhouette avec des yeux rouges qui me regardait, mais juste qui te regarde en ton sommeil. Il y a un témoignage, là je l'ai pas mis, mais il y a un témoignage qui parlait d'une silhouette noire aux yeux rouges. Yes, super. Il y en avait plusieurs même en fait. C'est un des détails qui revient souvent, les yeux rouges. Oui. Beaucoup de témoignages, je sais pas si vous voyez le chat, mais globalement c'est au 7e étage. Zahir qui dit je me suis levé en hurlant pour qu'elle s'en aille, c'était clairement un cauchemar.
Thomas Hercouet, voilà. Oui. il est 1h du oui. matin. Est-ce que tu veux qu'on fasse les explications ou est-ce que Allez. tu veux qu'on déborde? Les explications, allons-y tranquillement, comme ça on va arriver pile sur l'heure. Au bout Ok, du bon compte. bah on va commencer par Chambacher Taverne. Donc alors, Alors, on n'a pas fait le sondage pour tout, malheureusement. Ouais. Mais merci d'avoir participé. En tout cas, donc cette première histoire, il y avait 149 votes de personnes qui pensaient que c'était authentique contre 139 qui pensaient que ça ne l'était pas. pour la taverne. Absolument. Alors pour la taverne, c'est grandement authentique en fait. Il y a énormément de. Mais alors le problème de cette histoire, c'est que des témoignages. Donc après les témoignages, c'est que des témoignages. Tant qu'il n'y a pas de preuves matérielles, on n'en sait rien. Comme Mais Jésus. effectivement, oui, mais tous les personnages de ce récit ont existé, comme Jésus. Et tous les personnages de ce récit ont existé. Et pardon, ça y est, ça part en couille. Tous les personnages de ce récit ont existé. L'histoire des Indiens qui attaquent pendant la guerre de conquête sont réelles. La taverne existe vraiment. Elle existe encore aujourd'hui. Alors je connaissais pas du tout cette histoire et j'ai appris l'existence de cette histoire par en fait un habitant d'Albanie que j'ai rencontré aux États-Unis et qui m'a raconté cette histoire. Il m'a dit si je lui parlais du podcast et il m'a dit il faut que tu racontes l'histoire de la taverne Chambacher. Et il m'a expliqué que lui, même dans son village, les gens n'osaient pas monter à cette taverne encore aujourd'hui, elle terrifiait tout le monde, et qu'il y a toujours, de nos jours, plein de rumeurs de gens qui disparaissent dans ces montagnes, et qu'on ne sait pas trop. Est-ce que vous connaissez le manoir Slangster? La maison Slangster. Oui. François Pérusse, si jamais vous n'aviez pas la réponse. Donc voilà. Faut que tu l'invites une fois. Oui, il est chaud pour participer, mais déjà il est très au Québec, particulièrement beaucoup au Québec. Oui, mais enfin genre comme Henri Dess tout à l'heure, enfin tu vois un truc comme non, ça. Personne ne va le reconnaître s'il parle avec une voix normale. C'est vrai. Il va falloir qu'il parle très vite. Vous le voyez pas, mais en fait on attaque les explications, mais là pendant ce temps il y a plein de gens qui font ce truc de silhouette qui me regarde à la fenêtre, je l'ai aussi. Il y a une petite variante avec les yeux jaunes. Moi ça me fait presque plus flipper que ce qu'on a écouté. Qui l'a pas? Qui l'a pas en fait? Mettez-vous d'accord sur la couleur des yeux. Qui n'a pas vécu quelqu'un qui se le regarde? Enfin qui a pas le shadow people? Ok, très bien. Bon. Moi j'y crois pas, mais je l'ai vu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. The Rake. T'avais fait le sondage sur celui-là? Non. Honnêtement, c'était pas la peine, parce que n'importe qui a Google cette histoire, c'est un grand classique. C'est comme le Slenderman. C'est une histoire qui a été créée de toutes pièces par les réseaux sociaux. Je sais plus si c'est Reddit ou 4chan, mais ça a été une histoire qui a été fabriquée de toutes pièces. Il y a beaucoup de photos qui circulent de cette créature. Je pense que c'était juste des petits malins qui espéraient en faire un film. Mais en tout cas, c'était une chouette légende urbaine et les photos sont vraiment flippantes. Il y a même un petit film pas terrible qui circule sur YouTube où tu peux voir un faux documentaire sur le Rake. Mais pour le coup, c'est assez fréquent dans le folklore contemporain américain. Ouais. Plein de petites villes qui ont comme Mothman, par exemple. Oui, puis comme je disais, il y a le Smiling Man, il y a le Slenderman, il y en a plein. Mais bon, Myriam avait fait le Smiling Man et je lui avais dit non mais tu rigoles, tout le monde la connaît. Et puis en fait les gens étaient contents, donc je me suis dit on va mettre le Rake aussi. Les gens sont très contents. Voilà. Et donc je sais plus alors qu'est-ce qu'on avait. On avait Koshka, le chat. Donc tout le monde a grillé que c'était faux. Oui. C'était une histoire fabriquée. Par contre, on veut savoir d'où viennent les sons. Les sons viennent de mon ami Lucie Albon qui m'a aidé. On a enregistré ça ce matin à l'arrache. Et alors le chat? Qui a fait le chat? Ah ok. Et ça c'était effrayant. Ouais. Ça fait très peur. J'ai fait ça et j'ai oublié que j'avais ma fenêtre ouverte et à un moment j'ai entendu mes voisins faire Monsieur, et puis j'ai réalisé que j'étais fenêtre ouverte en train de faire. Du coup il y a une nouvelle légende urbaine. Il y a une nouvelle légende urbaine dans mon immeuble probablement. J'ai l'impression qu'on en oublie une. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les témoignages. Il y avait The Mercy Chick, ouais. Ah oui, le témoignage de la jeune fille. C'est un vrai témoignage. Donc après à prendre avec des pincettes comme tous les témoignages. Ce que je peux dire moi sur les histoires de fantômes, j'en avais une autre d'un autre internaute là qu'on n'a pas eu le temps de lire encore une fois. Donc que je traîne depuis plus d'1 an. Les histoires de fantômes ont beaucoup en commun souvent et pour moi le premier truc que les histoires de fantômes ont en commun, c'est que c'est un panier garni. C'est ce que je raconte dans une BD là il y a pas longtemps. C'est dès le moment où tu as décidé qu'il y avait un fantôme chez toi ou qu'il y avait quelque chose de surnaturel chez toi,
le moindre pet de chaudière devient le fantôme, la moindre porte qui claque devient le fantôme, le moindre coup de vent qui déplace un truc devient le fantôme. Dès que t'as un truc qui est vaguement, pour moi c'est vraiment de la surfocalisation. Et donc il y a quand bien même on admet qu'il y a que le paranormal pourrait exister, ce qui est pas mon cas, mais si on admet que le paranormal pourrait expliquer, je pense qu'il y a au moins les 9/10 de ce témoignage qu'on pourrait attribuer à des causes explicables. Et je vous recommande, je l'ai souvent recommandé cette émission parce que je l'aime beaucoup, mais elle est en anglais. C'est Ono, Ross and Carrie, le podcast de deux Américains qui vont comme ça tester les trucs qu'on leur dit. Donc ils vont tester toutes les médecines parallèles, ils vont tester toutes les affirmations du paranormal. Et dans un de leurs derniers épisodes, ils vont explorer une maison hantée. C'est-à-dire que la personne leur a expliqué tous les trucs, et c'est un témoignage qui ressemble beaucoup à celui-là, où il y avait vraiment 1 million de trucs comme ça inexplicables qui se passaient dans cette maison. Et ils y vont, et très patiemment, en discutant avec le mec, ils débunkent, mais vraiment élément après élément, tous les trucs. Il y avait des officiers du paranormal qui étaient passés chez le mec et qui avaient dit il y a de l'activité électromagnétique au-dessus de votre lit, et ils voyaient l'aiguille qui s'affolait. Et puis ils y sont allés, ils ont effectivement constaté que l'aiguille s'affolait au-dessus du lit. Ils ont posé une question que les officiers du paranormal n'avaient pas posée, qui était est-ce que c'est un lit électrique? Et le gars a dit oui, il a un vibreur, donc il est branché. Et il dit est-ce que tu peux débrancher le lit? Il a débranché le lit et l'aiguille ne bougeait plus. Mais les inspecteurs du paranormal, encore je mets beaucoup de guillemets à ce terme, globalement quand vous entendez inspecteur du paranormal, c'est du bullshit quoi. Ça pue la merde. Ouais. Ça pue la merde. Surtout si c'est des gens qui vous parlent d'orbes. Si vous voyez une vidéo où quelqu'un évoque des orbes, vous pouvez être certain que c'est du bullshit C'est total. quoi les orbes? C'est du genre des boules de lumière qui flottent. Tu sais, ils adorent filmer avec des caméras infrarouges. Ah oui, c'est de la poussière. Oui, c'est de la poussière Oui, c'est ou de un la poussière. insecte Oui, qui oui. passe et il te dit regardez le ralenti, on voit un orbe lumineux. Non, c'est une poussière. Il y a eu d'ailleurs récemment, sans vouloir dire de mal, il y avait un spécialiste comme ça du paranormal qui faisait des vidéos sur YouTube et qui a été débunké avec perte et fracas. C'était Gus DX, oui. DX Voilà. qui avait trafiqué une vidéo pour faire bouger un objet. Parce que visiblement, quand on passe trop de temps dans les maisons hantées, ce qui se passe, c'est qu'on s'emmerde. C'est-à-dire qu'il se passe rien, les nuits sont longues et qu'à un moment, il faut inventer des trucs parce que sinon les gens vont arrêter de regarder. Donc voilà pour ce que je pouvais dire sur les maisons hantées. Après, beaucoup de choses peuvent s'expliquer aussi par des pareidolie, par des. Voilà. Mais on va revenir sur tout ça. Bien sûr. Les gens de l'ombre, tu veux ou Les gens de l'ombre, s'il te plaît. Il y avait autre chose entre où on avait déjà fait le tour. Non, je crois qu'on a de belles et longues histoires. Les gens de l'ombre, c'est une super jolie légende urbaine, mais enfin c'est une légende urbaine quoi. Donc après, si tout le monde a vécu ça. Ça peut s'expliquer énormément par des terreurs nocturnes, par des paralysies du sommeil, par des pareidolies. Pareidolie, c'est quand vous croyez voir une forme dans un nuage, c'est pareil. La nuit, il suffit d'une chaise avec un manteau et un coup de vent et on a l'impression qu'il y a une silhouette qui a bougé, alors qu'on a juste vu un manteau sur une chaise. Ça n'enlève pas le côté flippant, cela dit. Ça n'enlève pas le côté flippant du tout. Mais bon, il semblerait qu'il n'y ait rien de surnaturel. D'autant que les gens de l'ombre, pour l'anecdote, on arrive à le provoquer chez des gens. Sérieux? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Quand les t'es gens... un salaud, en fait, tu vas Non. provoquer ça chez des gens. Non, parce que vous allez voir que c'est un peu difficile à reproduire. C'est les gens qui sont accros. Un salaud très impliqué et très appliqué. C'est les gens qui sont accros à la meth. Qui ont tendance démasquer. Et il faut vraiment s'impliquer pour rendre quelqu'un accro à la meth. Du sien un peu. Et dans les cas de déprivation de sommeil et de drogue, on arrive à provoquer l'espèce de paranoïa et comme ça les taches d'ombre dans la vision périphérique. Et si vous regardez l'énorme majorité des témoignages, je vais dire 99,9% des témoignages que j'ai pu lire se passent la nuit, dans des conditions où les gens viennent de se réveiller, ou n'arrivent pas à s'endormir, ou sont très fatigués, ou alors sont dans une ruelle pas éclairée. Enfin, il y a toujours l'aspect, c'est une tache dans ton œil, dors 5 heures et ça ira mieux, quoi. Et donc voilà, personnellement, j'adhère pas. Il faut savoir aussi que les troubles, ce genre de troubles du sommeil sont plus fréquents chez les ados et chez les enfants. C'est comme le somnambulisme ou les paralysies du sommeil. Donc la plupart des témoignages, c'est quand j'étais ado, c'était quand t'étais plein d'hormones et que ton corps changeait. Donc c'est normal. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale de voir des fantômes.
ça arrive. Ce qui donne une double lecture à littéralement toutes les histoires de fantômes qui existent. Ouais, mais très souvent vraiment. Ainsi que la drogue, hein, on va De pas se drogue, pas mal aussi, ouais. Très souvent, il faut savoir, oui, que. Drogue que- et puberté. Voilà. Drogue et puberté. Et bah vraiment, et bah on va créer, et bah voilà le nom de notre prochain podcast. Drogue et puberté. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Eh ben merci à vous. On se retrouve Et donc, je vais pour faire- la 11e. Voilà. Et pour la petite conclusion, on n'a jamais démontré l'existence d'un fantôme. Si il y avait des fantômes, théoriquement, il devrait y en avoir beaucoup plus en ville parce on est beaucoup plus nombreux à mourir en ville qu'à la campagne. Il devrait y en avoir plein dans les hôpitaux. Mais ça n'arrive pas. Ou alors peut-être que c'est parce que les fantômes sont des traces résiduelles et que c'est comme une bougie qui ne se voit que dans le noir et pas dans le tumulte. Mais il faut espérer qu'ils n'existent pas parce que depuis que le monde existe, on est environ 100 milliards à être morts sur Terre. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que comme il y a 7 milliards d'individus sur Terre environ, les fantômes nous dépassent à plus de 10 contre 1. Et il faut souhaiter qu'ils n'existent pas. Écoutez, on va faire une petite transition tranquillement puisque moi j'en connais un qu'il faut qu'on contacte, avec qui nous allons jouer tout à l'heure. Il est en Allemagne en ce moment, mais ça va pas nous empêcher de lui passer un petit coup de fil. On va voir s'il n'y a pas une petite histoire de fantôme à nous raconter. Ça ne vous dérange pas? Henri Dess, chantez pour nous une histoire de fantôme. Oui. Avec la voix de François Pérusse, du coup. Ah oui, évidemment. Cette histoire insolite remonte au temps des Mayas. Attends, tu décroches. Alors, allô Patrick? C'était Patrick. Oui. Est-ce que tu nous entends, Patrick? Alors oui, je vais couper le son par contre de la vidéo parce que ça fait un petit peu d'écho. Oui, je vous entends. Je viens d'écouter l'heure des fantômes et des ombres et du coup j'en vois partout dans la chambre depuis. Yes. C'est le but. Hein. Je vous laisse faire la conversation. Je branche les haut-parleurs pour que tout le monde puisse en profiter dans la pièce. On n'a pas mis le retour. Je vous laisse Boulet. Patrick, Alors, un truc à dire sur les fantômes peut-être. Patrick, as-tu une anecdote de fantôme de ton cru? Est-ce que j'ai une anecdote de fantôme? Il y a une histoire que j'aime beaucoup, moi, mais d'ailleurs c'est Gilles qui l'avait illustrée, c'est celle du fantôme de Greenbrier. C'est cette histoire de fantôme qui avait donné son témoignage dans un procès et qui avait désigné son propre criminel, son propre meurtrier. Et donc c'est la seule histoire dans. Alors c'est très très dérangeant parce que j'ai un écho pendant que je parle. Excusez-moi. Hein. Comment ça se fait que t'as un écho pendant que tu parles? C'est peut-être parce que t'as mis le haut-parleur, non? Non. En fait, c'est parce que quand je vous parle dans le téléphone, j'entends ma propre voix qui donc ça fait une espèce de boucle infernale. Dans le live ou donc pas? Voilà, c'est. Alors attends, je m'éloigne un petit peu. Oui, ça va mieux là ça va mieux. Ah, oui. voilà. Donc je disais, c'est cette histoire dans laquelle une jeune femme avait été assassinée et le fantôme de la jeune femme aurait désigné son propre meurtrier. Et donc sa mère. Histoire est le seul exemple le seul exemple dans l'histoire de la justice américaine où un fantôme a témoigné au procès de son propre meurtrier. Donc, Oui, voilà, c'est le fantôme de Greenbrier, si je me souviens bien. C'est l'histoire que j'ai illustrée pour Patrick Beau. Tout à fait. Et en fait, le fantôme avait témoigné, était apparu en rêve à sa mère et avait désigné le coupable. Mais en même temps, là, pour faire mon sceptique, encore une Et fois. un tribunal a admis ça? Oui, alors non, mais pour faire le sceptique, non, je peux t'expliquer plus en détail comment ça s'est passé. En fait, tu sentais l'enquête faite dans le Middle West américain, du genre, ce gars-là, il est sympa, on va pas l'emmerder. En gros, le médecin légiste était arrivé pour examiner le cadavre de la femme et le mari l'avait chassé en disant c'était trop douloureux pour lui. Et le médecin avait fait bon, d'accord. Et puis après, ils avaient enterré sa femme et pendant l'enterrement de la femme, il avait mis une écharpe autour de son cou, il lui avait caché le visage et il avait dit personne n'a le droit de la regarder. Et il l'avait enterré comme ça. Et donc évidemment, tout le monde avait flairé qu'il y avait un truc pas net derrière. Le fantôme apparaît la nuit à sa mère, enfin à la mère de la victime, en disant c'est lui qui m'a tué. Et la mère ensuite va témoigner au tribunal en disant ma fille m'a révélé ça. Donc tout le monde au début essaye de la faire passer pour folle. Sauf que elle lui donne tous les détails de la mort. Elle dit ma fille m'a dit qu'il l'avait étranglé. Donc finalement elle se montre suffisamment convaincante pour qu'ils exigent une exhumation, à moitié parce qu'elle est convaincante et probablement à moitié pour la faire taire pour qu'elle arrête de faire chier le monde. Et ils trouvent des traces d'étranglement. Le médecin finit par avouer qu'il n'avait pas examiné le corps. Et le mari va en prison. Et alors le détail que j'avais rajouté à l'histoire parce que je l'avais trouvé dans un autre récit, c'est que le mari est mort mystérieusement en prison quelques jours plus tard. C'est-à-dire il a été retrouvé mort dans sa cellule sans cause apparente. Patrick, oui. Tu es à j'enchaîne un petit peu. Oui, pardon. Tu es à Berlin en ce moment. Qu'est-ce que tu fous là-bas?
Absolument. Eh bien, je suis à Berlin avec mon équipe de tournage parce que donc on est en train de tourner l'étrange escale Berlin. Et voilà pourquoi donc j'ai pas pu être présent à la nuit originale. Mais bon voilà, je me disais que ça pourrait être cool qu'on se fasse un petit jeu à distance en duplex de Berlin. Ah mais oui. Et donc voilà, je te remercie d'avoir accepté cette proposition, cher Thomas. Je viens de lancer le machin, on va faire la petite coupure de transition. Est-ce que tout le monde a des téléphones portables autour de la salle? Même si vous n'êtes pas là. Patrick, juste combien de joueurs peuvent jouer avec nous là sur place? Alors, 6 personnes peuvent jouer en simultané. Ok, bon, écoutez, qui veut reste jouer? Vous êtes tous les bienvenus. Si vous n'êtes pas venus sur le jeu, je sais que Valentin. C'est pas pour cafeter, Patrick, mais Clara vient de se barrer. Clara se barre. Clara se barre pas, Clara laisse la place. Et je crois que Valentin et Flo voulaient. Je vais laisser ma place aussi. On est des gens sympas, on laisse d'autres gens venir participer. On va laisser d'autres gens participer alors. Patrick, tu nous montres